Bonjour tout le monde. Il est maintenant 9h30. Nous allons bientôt commencer le webinaire, mais avant, voici quelques informations et consignes. Le webinaire y est enregistré pour qu'on puisse le déposer sur le site YouTube du MAPAC d'ici environ un mois. Les caméras et les micros sont fermés. Si vous vient une interrogation là, au cours du webinaire, n'hésitez pas à l'écrire dans le clavardage, puis on tentera, nous, d'y répondre directement dans le clavardage en cours de présentation. Sinon, on le fera verbalement à la fin des présentations. Si le temps le permet, vous pourrez aussi poser vos questions verbalement à la fin de la présentation en appuyant sur l'icône en haut à droite pour lever la main. À ce moment-là, on ouvrira votre micro. Donc, merci d'être en si grand nombre pour le webinaire. En 2022, on a vécu une situation exceptionnelle, là, je suis certaine que plusieurs d'entre vous s'en rappellent, qui a d'abord commencé par le signalement dans plusieurs régions de la présence inhabituelle d'un grand nombre de pucerons ailés dans les cucurbitacées et dans d'autres cultures, comme en témoignent plusieurs communiqués RAP là, de cette année-là. En quelques semaines, puis on dit à peu près 7 jours, entre 7 et 10 jours là, entre la piqûre du puceron ailé, s'il est chargé en virus, et le développement des symptômes, ça prend à peu près 7 à 10 jours. Bien là, à ce moment-là, on a vu vraiment là, la présence de nombreux plants virusés qui étaient signalés à plusieurs endroits et encore là dans plusieurs cultures. Donc, à cause des virus, plusieurs entreprises ont eu d'importantes pertes en 2022, notamment dans Lanaudière, en Montérégie, à Laval, au centre du Québec et dans les Laurentides. 2022, à cause des virus, a été une année là, vraiment catastrophique dans le concombre de transformation. On s'est rendu compte aussi que des variétés, dont la Lennon, étaient particulièrement sensibles au virus de la mosaïque du concombre. Vous voyez ici là, les fruits, quand on les coupait en deux, ben, il y avait vraiment une zone nécrosée au centre du concombre, puis ça, évidemment, pour la transformation, c'était vraiment catastrophique, là. Donc, heu, plusieurs entreprises ont dû arrêter la récolte sans avoir rempli leur contrat. Puis ça, il faut savoir que pour des producteurs de concombres de transformation, pas remplir son contrat, c'est vraiment exceptionnel, c'est rarissime, puis, c'est vraiment catastrophique, là. Donc, 2022, c'était vraiment à oublier. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Antoine Dionne, qui est phytopathologiste au laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection. Merci Isabelle. Euh, Effectivement, ça a été une année vraiment exceptionnelle, comme Isabelle le disait. Donc, on a reçu des échantillons d'un peu partout au Québec. Donc, on a détecté la présence du virus de la mosaïque du concombre dans 8 régions, puis dans 23 MRC. Donc, actuellement, excusez-moi, on reçoit en général moins de 10 échantillons là, qui sont positifs au virus de la mosaïque du concombre par année, là. Donc, c'était vraiment une année exceptionnelle. On en a reçu au-dessus d'une centaine qui étaient positives, qui sont d'échantillons qui sont sortis positifs à la présence de ce virus-là. C'est un virus qui s'attaque à de nombreuses plantes hôtes. Donc, on a eu des cas, entre autres, là, beaucoup de cas dans les solenacées. On en a eu aussi dans les cucurbitacées. Puis aussi quelques autres plantes, là, donc du haricot et aussi des brassicacées et d'autres plantes là, dont des plantes ornementales, là, donc des cas qu'il y avait eu au printemps là, dans des serres ornementales. On voit un peu le type de symptômes là, que ça fait à gauche, donc sur c'était sur le piment, puis ici on le voit sur la cerise de terre. Donc, ça a vraiment été une année, oui, pour la mosaïque du concombre, mais aussi pour d'autres virus, là. Donc, il y a beaucoup d'autres virus qui ont été détectés. Ici, c'est une liste des virus là, qui sont transmis par puceron. Donc, c'était vraiment une année à puceron. Donc, il y avait beaucoup de virus transmis par puceron qui ont été retrouvés, soit seuls ou en combinaison là, avec le virus de la mosaïque du concombre. Donc, c'était vraiment une situation exceptionnelle, donc des mesures exceptionnelles. Donc, il y a un groupe de travail là, qui a été mis en place avec des conseillers du MAPAC et des chercheurs du Centre de recherche sur les grains et du Centre de recherche en agroalimentaire de Mirabel.
On a pu débloquer un petit budget pour pour un projet de recherche sur 2 ans, donc avec les objectifs d'investiguer les plantes réservoirs sur les virus, mieux connaître la dynamique des pucerons vecteurs et trouver les moyens de lutte à la transmission de virus. Donc, on avait des questions par rapport à tous ces points-là qu'on voulait répondre. Idéalement pour être mieux préparé là, quand si une autre année aussi catastrophique revient. Donc, il faut dire que ça s'était déjà produit aussi en 2007, là, donc il y avait eu énormément de virus transmis par pucerons aussi, tout comme en 2022. Donc, le but étant de mieux se protéger. Donc, pour la prochaine fois. Donc, je vais céder la parole maintenant à Sandra qui va vous parler des plantes réservoirs, là. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup de plantes hôtes, là, au-dessus de 1000 plantes hôtes, dont plusieurs mauvaises herbes. Donc, Sandra a fait un petit état de la situation au Québec. Merci Antoine. En effet, comme Antoine vient de le dire, les virus, il a une énorme quantité de plantes hôtes. En fait, il est reconnu qu'il est à peu près 191 plantes hôtes de 40 familles différentes. Et évidemment, parmi ces quantités de plantes, il y a beaucoup qui sont considérées comme des mauvaises herbes. Puis, on se demandait, parce qu'on ne savait pas trop exactement combien de ces plantes sont en fait présentes dans le territoire québécois, et particulièrement dans les régions qui sont affectées par les CMV. Donc, un des objectifs du projet, en effet, donc, c'était de savoir cette question. Nous, entre 2021 et 2023, juste comme par hasard, ça avait tombé qu'on faisait nous aussi le grand inventaire des mauvaises herbes du Québec dans la région de la Montérégie. Et nous, on avait identifié quand même 365 espèces présentes dans la Montérégie. Donc, dans les champs qui ont été curbitacés, on avait 98 espèces de CMB, 98 espèces de mauvaises herbes, en général, champs et bordures, dont 85 qui sont présentes seulement en bordure. Mais on se demandait donc, est-ce que parmi cette espèce, est-ce qu'il y a des plantes hôtes du CMV? Donc, on avait précisément, avec les cucurbitacées, dans nos données de l'inventaire, on avait quand même répertorié 28 espèces qui sont présentes dans les cucurbitacées de Montérégie, qui sont aussi des hôtes connus du CMV. Puis, en fait, 4 de ces plantes hôtes, c'est le Calinosoga, le Lycéron champ, le trèfle blanc et la verge d'or, sont quand même dans les top 4 de les mauvaises herbes les plus présentes en bordure dans les champs de cucurbitacées. Donc, il avait quand même, on avait l'hypothèse que peut-être ce type de plante pourrait servir de réservoir, mais on n'était vraiment pas sûr. Donc, la question, c'est, est-ce que ces mauvaises herbes sont des hôtes connus du CMV, mais est-ce que les plantes elles-mêmes sont infectées? Est-ce qu'elles servent de réservoir de virus? Par exemple, une plante vivace ou biannuelle, est-ce qu'elle a été contaminée à l'automne, à l'été ou à l'automne précédente et sert de pont d'une année à l'autre pour infecter les nouvelles, de ce réservoir de virus pour l'année prochaine? Puis, est-ce qu'elle-même peut servir peut-être comme de réservoir ou de refuge pour les pucerons en début de saison? Donc, le projet, au moins les volets malherbologie, cherche à répondre à cette question. Donc, l'objectif général, c'était, pour le volet malherbologie, c'était d'identifier les principales plantes réservoirs de virus alentour des champs de cucurbitacées qui servaient d'inoculum pour la transmission virale. Donc, on avait précisément ciblé des espèces de mauvaises herbes à dépister. Donc, pour la première année, on avait vraiment se concentré sur des espèces vivaces ou biannuelles, qu'elles soient des autres connues ou non du CMV, c'est vraiment les espèces vivaces. On est allé dépister les champs en début de saison afin de déterminer la présence du virus ou des pucerons sur les plantes. Puis, on avait quand même choisi des sites à risque du CMV. Donc, on avait choisi 20 champs qui avaient été fortement infectés du CMV en 2022 dans 3 régions différentes, soit Laval, Lanaudière et Montérégie. Donc, à la fin, on avait quand même composé une liste de plantes hôtes connues du virus du CMV. Et puis, on avait quand même allé cibler 106 espèces, incluant quand même le nerpron, qui c'est l'hôte primaire du puceron du soya. Donc, le dépistage se réalisé pendant 12 saisons, entre les mois de mai et juin, vraiment en début de saison, dans les années 2023 et 2024. On avait comme créé des stations, donc on marchait autour d'un champ, dans le bordure d'un champ, puis on avait 10 stations différentes. Pour chaque station de dépistage, on avait identifié
les 5 espèces de mauvaises herbes qui étaient dans notre liste la première année, qui étaient comme dominantes. Donc, on l'appelle dominante, mais c'est vraiment les plantes qui étaient les plus abondantes dans notre station. Donc, comme j'ai dit, en 2023, on avait vraiment ciblé des espèces biannuelles et vivaces qu'on avait comme repérées dans notre liste, qu'on avait créées basées sur la littérature. Mais en 2024, on était vraiment été allé à toutes les plantes, incluant les plantes annuelles. Pour chacune de ces plantes qu'on avait vérifiées dans chaque station, on avait quand même vérifié la présence des pucerons. S'il y avait des pucerons, on les isolait pour essayer de faire une identification plus tard. Puis, après, pour chacune des plantes, pour chacune des espèces, en fait, on prenait 3 plantes. Donc, pour chaque plante, on prenait 2 feuilles. Donc, une feuille, un groupe de 3 feuilles, c'était pour envoyer au LDP et l'autre groupe de feuilles, c'était pour les sérums. Par la suite, qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on testait précisément pour la présence du CMV. Donc, au sérum, on avait envoyé, on réalisait des tests avec des immunostrips, que c'est un peu vraiment comme se fonctionnent les tests pour la COVID. Donc, tu fais un peu la purée de la plante, tu inclus ton immunostrip. Et si le virus est présent, il va y avoir une double ligne qui va apparaître comme si c'était pour la COVID. C'est vraiment exactement la même chose. Donc, si les deux lignes apparaissent, c'est parce que, félicitations, ton virus est présent et c'est une façon de prouver ce test. Donc, on avait à la fin réalisé l'échantillonnage de 1250 plantes différentes ou échantillons. Puis, en fait, dans notre liste, on avait trouvé que 485, en fait, c'était des plantes qui sont déjà des espèces, des autres connues du CMV. Entre autres, parmi les plus fréquemment retrouvées dans les stations, c'était les pissenlits, la verge jargeau, la verge d'or du Canada et la prêle des champs. De ces 4 espèces, en fait, les pissenlits et la verge d'or sont vraiment des hôtes connus, tandis que pour les autres 12 espèces, c'était vraiment pas clair s'il était capable ou non d'être des autres connus, parce que des espèces semblables sont des hôtes connus, mais aucune confirmation n'a été vraiment faite sur ces 12 espèces. Aussi, ce qu'on avait trouvé, c'est que parmi toutes les 1250 plantes qu'on a été échantillonnées, seulement 6 ont été testées positives pour l'immunostrip. Ces espèces, en fait, c'est la roribe des marais, le trèfle blanc, la sclépiette commune. Et ces 3 espèces, en fait, c'était déjà des autres connues et confirmées par la littérature. Tandis que les autres 3, que c'était l'onard bisannuel, la chilée millefeuille et la valériane officinale, ce n'étaient pas des autres confirmés. Ce serait vraiment une première mention. Comme je disais, il y a des espèces semblables ou très apparentées qui sont des autres confirmées, mais ces 3 espèces comme telles, ce sera vraiment la première fois qu'on confirme que sont des hôtes pour le virus du CMV. Par rapport aux pucerons, en fait, en 2023, aucun puceron n'a pas été observé dans ni les soja ni dans aucune des autres espèces qui ont été échantillonnées. Par contre, en 2024, oui, on était capable d'observer quand même certains pucerons, soit des aptères, des scellés ou des colonies dans différentes espèces, mais aucune des plantes qui avaient les pucerons était testée positive pour le CMV. Et puis, malheureusement, on n'était pas capable non plus d'identifier les pucerons à l'espèce. Donc, ça reste vraiment plus à titre comme des anecdotiques que oui, il avait certains pucerons, mais les plantes elles-mêmes n'étaient pas positives au virus. Après, quand on parle vraiment par rapport aux pucerons de soja, évidemment, les hôtes primaires, c'est les nerprons, mais les hôtes les plus communs ou d'importance agricole, évidemment, c'est les soya, puis particulièrement 3 espèces de trèfles, notamment le trèfle rouge et le trèfle incarnat, mais il est aussi capable de grandir dans le trèfle blanc, mais la littérature indique quand même que les pucerons qui se nourrissent du trèfle blanc sont quand même des pucerons plus petits, puis avec un niveau de reproduction un petit peu plus limité. Mais bon, quand même, ces 3 espèces, plus les soya, évidemment, sont quand même des espèces qui sont très présentes au Québec, puis pour lesquelles il pourrait avoir un potentiel d'être une source d'inoculum de façon plus importante. Néanmoins, de toutes les autres connues du CMV ou non, parmi les Fabacées, qui sont vraiment la famille la plus importante des pucerons, nous, on avait trouvé 9 espèces différentes.
parmi lesquels, en fait, les pucerons est vraiment juste particulièrement connu pour être capable de coloniser les trèfles blancs, les trèfles rouges, les trèfles alciques. Et seulement des autres connus du virus, c'est vraiment les trèfles blancs, les trèfles rouges et la lucerne. Toutes les autres, c'est vraiment des autres non connus, potentiels, parce que les espèces semblables sont aussi des hôtes du CMV, mais on verra qu'il y a quand même très peu d'espèces qui se regroupent en étant autant hôtes du puceron comme étant hôtes du CMV. Ce qui est plus intéressant, c'est vraiment dans les cas du trèfle blanc, parce que c'est lui, en fait, le seul qui a vraiment les deux conditions. Il est hôte du CMV, il est hôte du puceron du soya, puis en plus était positif au CMV en 2023 ici au Québec. Par contre, ça reste que le CMV, c'est quand même une présence à un certain point limitée parce qu'il était présent seulement sur 34 des 248 stations qui ont été dépistées et seulement une seule plante était testée positive. Donc, finalement, on considère quand même qu'il reste quand même une source faible d'inoculum du CMV. Bon, donc c'est quoi la source vraiment de cette fameuse infection du CMV? On ne sait pas vraiment. Comme j'ai dit, on n'était pas capable vraiment d'identifier les pucerons jusqu'à l'espèce, mais ça reste quand même que les pucerons, il y a des espèces qui sont très polyphages et cosmopolites, qui sont quand même associées à des autres mauvaises herbes, donc ça reste quand même des autres possibles sources d'infection, mais nous, de notre volet, on n'était pas capable de les identifier. Il reste bon, toujours la question des bordures, parce que bon, il reste quand même, même si c'est vraiment faible, il a toujours un petit risque que ce soit vraiment les sources de contamination. Mais avant de virer fou puis commencer à essayer de tout vouloir faucher ou éliminer ou traiter ou intervenir de façon quelconque, il faut quand même tenir en compte que oui, il faudra peut-être faire des entretiens ponctuels, mais il faut quand même oublier que les espèces qui sont en bordure, ils offrent quand même des services écosystémiques importants, surtout en début de saison, par exemple pour les abeilles. Il peut servir de refuge pour les pollinisateurs tôt en saison ou aussi pour les insectes bénéfiques. Donc, avant de faire des interventions quelconques, il faudra vraiment valider la présence des virus ou des insectes nocifs afin de justifier ce type d'entretien. Donc, après, je vais laisser la parole à mon collègue Sébastien pour continuer la présentation. Merci beaucoup. Oui, merci Sandra. Donc, moi, je voulais faire un petit rappel sur la transmission des virus avant de commencer de présenter les résultats. Donc, comment s'effectue la transmission des virus? Il faut qu'on ait un puceron. Un puceron va suivre en fait différentes étapes de colonisation. Tout d'abord, on va avoir la migration. Le puceron va voler, va atterrir ensuite sur la plante suite à la réception de stimuli visuels ou olfactifs qui sont favorables au puceron. Donc, il va atterrir. Par la suite, il va piquer, il va goûter la plante pour savoir si c'est une bonne plante hôte pour se développer ou au contraire, qu'il n'aime pas la plante puis qu'il va s'envoler. Donc, si la plante, si tous les stimuli en fait sont positifs, le puceron va s'alimenter au niveau de la plante puis il va se reproduire en formant une colonie. Alors, à n'importe quel moment de ce processus de colonisation, les stimuli peuvent être reçus comme négatifs et le puceron va repartir en migration et recommencer en fait ces différentes étapes sur une autre plante jusqu'à ce qu'il trouve une plante sur laquelle il peut se développer. Et bien sûr, pendant ces différentes étapes, on va avoir des virus qui vont pouvoir être transmis, donc les virus non persistants qui, eux, vont être retenus juste à la pointe du stylet du puceron, donc les pièces buccales. Donc c'est uniquement pendant les périodes les piqûres de gustation que le puceron va pouvoir transmettre ce type de virus, alors que les virus persistants, eux, vont être transmis uniquement pendant l'alimentation. Donc là, on va distinguer deux types de pucerons. Les pucerons colonisateurs, c'est-à-dire ceux qui vont avoir des stimuli positifs, qui vont reconnaître leur plante hôte, puis qui vont rester pour s'alimenter. Ces pucerons, eux, vont atterrir sur les plantes, ils vont réaliser des piqûres gustatives pour goûter la plante, et ils vont faire des piqûres alimentaires qui vont être beaucoup plus longues. Donc le puceron va rester sur la plante et il ne va pas faire de mouvement entre les plantes. Donc là, on va avoir un comportement sédentaire qui est accentué par l'alimentation et donc une implication moins grande dans la transmission des virus non persistants. À l'inverse, on va avoir des pucerons non colonisateurs qui, eux, colonisent pas les plantes. Eux vont atterrir sur les plantes, ils vont goûter la plante au travers de piqûres gustatives, mais ils vont pas s'alimenter. Donc au final, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont repartir en phase de vol, recommencer le processus de colonisation sur une autre plante et donc on va avoir un mouvement important entre les plantes. On va parler d'un comportement agité qui va favoriser la transmission des virus non persistants.
Donc, si on remet ça dans un contexte de champ, ces pucerons colonisateurs, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voler, ils vont atterrir sur des sources de virus qui peuvent être des mauvaises herbes, des plantes. Mais par la suite, il va aller dans les champs de cucurbitacées, il va goûter, c'est pas sa plante hôte, donc là, il va en piquer plusieurs avant de trouver leur plante hôte qui peuvent être du blé ou du soya, par exemple. Donc là, on va avoir beaucoup de transmission qui va s'effectuer. À l'inverse, les pucerons colonisateurs, eux, vont arriver sur une plante, ils vont charger en virus, mais comme ils vont coloniser la plante, ils vont rester, donc ils vont moins disséminer le virus. Donc maintenant, je vais vous parler des résultats qu'on a trouvés sur les pucerons. Donc on a installé des pièges bols jaunes, comme on peut voir sur la droite, dans différents champs, pour capturer les pucerons et pour déterminer les espèces qui étaient responsables des transmissions qui ont été observées en 2022. Donc, au travers des 2 années de projet, c'est 46 champs qui ont été suivis, des champs en soya et des champs en cucurbitacées. C'était 2 relevés par semaine qu'on faisait des pièges bols jaunes. Donc, on vidait la solution, on filtrait, on récupérait les pucerons et le tout était ramené au laboratoire où on faisait un décompte des pucerons. On a également fait des dépistages du puceron du soya dans le cadre du RAP Grande Culture, donc dans les mêmes champs où on avait des pièges bols jaunes pour essayer de corréler les dynamiques de population qu'on observait dans les champs de soya avec les populations de pucerons du soya. Donc en 2023, c'est 28 624 pucerons qui ont été capturés, alors qu'en 2024, c'était 126 126 pucerons. Donc on voit que 2023 était une année à faible population de pucerons comparativement à 2024. D'ailleurs, les dépistages du RAP Grande Culture ont montré qu'en 2023, on avait un seul champ qui a dépassé le seuil d'alerte de 250 pucerons du soya par plan, alors qu'en 2024, c'était 46 champs qui ont dépassé le seuil. Donc ça vient encore une fois montrer que l'année 2023 était plus faible en termes de pucerons que l'année 2024. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'à chaque année, on va avoir la présence de pucerons qui vont venir dans les champs et donc on peut avoir des transmissions qui sont possibles. Mais les années où on a des faibles populations, on va avoir peu de transmissions, alors que les années où on a des plus fortes populations, on a plus de risques d'avoir des transmissions de virus. Ici, c'est pour vous présenter les graphiques de dynamique de population des pucerons. Donc, en abscisse, vous avez les dates de relevé. En ordonnée, c'est le nombre de pucerons ailés par piège par jour qu'on a capturé dans les pièges bols jaunes. Ensuite, au niveau des courbes, on va avoir 2 types de courbes. La courbe en bleu qui va être les pièges qui ont été placés dans des champs de courges ou de cucurbitacées, et en jaune, les courbes dans le soya. Donc, ce qu'on regarde, en fait, en haut, on va voir j'ai pris l'exemple de 3 sites en 2023, puis 3 sites en 2024. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'on a des courbes de population en général avec 2 pics, un qu'on va avoir plus en début de saison et un qu'on va avoir plus en fin de saison. Alors dépendamment des sites, les pics vont être plus ou moins importants, mais on a quand même ce patron à 2 pics de population. Donc les dynamiques de population, toutes espèces confondues, parce qu'on a fait juste des décomptes d'abondance, c'était similaire entre les 2 cultures. Donc quand on regarde les champs PRE, qu'on appelle PRE, en fait, qui sont à moins de 2 km l'un de l'autre, soya, cucurbite, on voit que les dynamiques de population sont quand même relativement les mêmes entre ces 2 cultures. Et donc là, maintenant, on se pose la question à savoir, est-ce que le premier ou le deuxième pic est en lien avec l'arrivée du puceron du soya? Comme je disais, on a fait des dépistages dans nos pièges bols jaunes ici, donc on voit les captures avec nos 2 pics de population pour 5 sites dans lesquels il y a eu un dépistage qui a été fait sur les plants. Donc le dépistage, ce qu'on observe en fait dans les pièges bols jaunes, c'est qu'on a 2 pics de population. On en a un premier qui va être en début de saison, vers la mi-juin à la fin juin, et un deuxième qui va être plus tardif, fin juillet à début août. Puis quand on fait les dépistages sur les plants, les dépistages de pucerons ailés sur les plants de soya, on voit qu'on a une certaine concordance entre les pics de la deuxième pic de population. Et même chose pour les pucerons aptères, juste après la présence des adultes ailés, on va avoir une augmentation des populations aptères sur les plants. Donc même chose début août à mi-août. Ça, c'est les données pour 2023. Donc le premier pic en fait qu'on observe en rouge ici dans les pièges bols jaunes ne serait pas nécessairement du puceron du soya, ce serait plutôt un condensé de différentes espèces, de plusieurs espèces qu'on piège. 2024, le patron était différent. On avait un très faible pic. On avait un pic de population au début de saison, mais un plus gros pic de population plus tard en saison, donc fin juillet, début août. Et les dépistages en fait, de pucerons du soya ailés sur les plants de soya concordaient avec ces pièges. Et même chose pour les populations aptères. Donc encore une fois, on voit que le puceron du soya
sur les plans arrivent plus tard en saison et concordaient avec les pics de population qu'on avait dans nos pièges bols jaunes. Donc là, ça suppose que le puceron du soya dans les pièges bols jaunes, tout du moins le deuxième pic de population, pourrait être du puceron du soya. Par contre, il faudrait faire des identifications à l'espèce pour répondre clairement à cette question. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a fait on a voulu faire des identifications au genre du puceron. On n'a pas pu aller à l'espèce. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup de pucerons qui ont été capturés. C'était 150 000, un peu plus de 150 000 pucerons qu'on a capturés dans les pièges bols jaunes, mais aussi par la complexité de l'identification des espèces de pucerons. Donc, juste à droite, je vous ai mis 2 espèces de pucerons, puceron du soya, puceron du melon. On voit que là, ils sont très proches morphologiquement l'un de l'autre. Donc, sur les 150 000 pucerons, c'est à peu près 120 000 pucerons qui ont été identifiés au genre, et 75% de ces pucerons appartiennent au genre Aphis, dont le puceron du soya fait partie. Et donc, il est encore trop tôt pour déterminer si le puceron du soya est responsable des transmissions du CMV et ou des potivirus dans les champs de cucurbitacées en 2022. Mais pour ça, il faudrait continuer les identifications. Donc là, je vous ai montré juste 2 courbes, la courbe de Aphis en bleu, donc du genre de puceron Aphis, et la courbe de toutes les espèces de pucerons qui ont été capturés. On voit que ça matche très bien entre les deux, mais que la très grande majorité sont des Aphis. Et donc, pour déterminer le ratio de pucerons du soya dans les champs de soya ou du puceron du soya dans les champs de cucurbitacées, il faudra aller plus loin dans les identifications, tout du moins du puceron du soya, pour voir si les ratios sont les mêmes entre les deux cultures. Finalement, l'autre chose qu'on a réalisé dans les différents champs, c'est qu'on a posé des pièges bols jaunes et des pièges collants jaunes dans les mêmes champs à proximité pour voir si ces 2 méthodes de dépistage pouvaient être utilisées pour faire le suivi des populations de pucerons. Donc, encore une fois, les graphiques vous montrent le nombre de pucerons par piège par jour en ordonnée avec les dates de relevé. Ce qui est important, c'est quand on regarde les 2 courbes rouges ou bleues, pour les pièges bols jaunes et les pièges collants jaunes, mais on voit que les pics de population sont pas mal synchronisés entre les 2 méthodes de piégeage. Donc, on a une concordance des pics avec les 2 méthodes, et aussi on a vu une forte relation linéaire entre les 2 méthodes. Donc ça montre que les pièges collants jaunes et où les pièges bols jaunes peuvent être utilisés de manière identique, à l'exception qu'on va avoir une population plus importante sur les pièges collants jaunes qui va être capturée que dans les pièges bols jaunes. Donc, ces 2 méthodes sont des méthodes adéquates pour le suivi des populations de pucerons ailés. Donc, juste pour résumer, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Les dynamiques de population, c'est 2 pics de capture vers la mi-juin, début juillet, et la mi-juillet, début août. On a un deuxième pic de capture qui serait en lien avec le puceron du soya. Les pucerons sont largement dominés par le genre Aphis, tout du moins sur les 2 années où on a fait le piégeage, c'était 75% des individus qui appartenaient à ce genre. Et on aimerait continuer les identifications à l'espèce pour connaître la proportion du puceron du soya dans les champs de cucurbitacées et dans les champs de soya. Finalement, les 2 méthodes de piégeage, donc les pièges collants jaunes et les pièges bols jaunes, peuvent être utilisés pour faire le suivi des populations de pucerons. Donc les pièges collants jaunes, en fait, ça a besoin de peu de matériel, il suffit juste de la plaquette collante, puis un petit bambou pour le poser. Ils sont plus faciles à utiliser. Par contre, si on veut conserver les pucerons intacts pour avoir la possibilité de faire des identifications à l'espèce, c'est préférable d'utiliser les pièges bols jaunes. Donc Steve, je te laisse la parole pour les moyens préventifs. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats qu'on a observés en 2024 concernant principalement le volet 3 du projet, qui était l'évaluation de méthodes de lutte préventive pour réduire la colonisation et la transmission des virus par les pucerons vecteurs. Durant les 2 années, il y a différentes méthodes qui ont été évaluées. Entre autres, il y a une culture intercalaire de sarrasin qui a été évaluée en 2023, des traitements à base de kaolin en 2023 et 2024, ainsi que des traitements d'huile végétale en 2023 et 2024. Je veux juste porter votre attention sur les intercalaires de sarrasin. Je vais vous expliquer un peu plus tard dans le protocole pourquoi ils ont été évalués seulement juste durant la saison 2023. Bon, avant de passer à la méthodologie puis aux résultats de la saison 2024, je vais faire un très bref retour sur la saison 2023
On a suivi 6 champs de cucurbitacées qui avaient eu des symptômes de virus observés puis confirmés en 2022. Les pucerons ailés avaient été suivis à l'aide de pièges bol jaune, de pièges collants jaunes et aussi d'observations sur les plants. Au niveau des symptômes de virus sur les plants, on a observé pour le virus de la mosaïque du concombre, mais aussi pour les potivirus. Les résultats obtenus en 2022 ont été, disons, très faibles de façon générale, étant donné que les populations de pucerons n'étaient pas vraiment au rendez-vous et par le fait même, la présence de virus. Donc, on a eu de très faibles observations sur pièges et sur plants au niveau des pucerons ailés. On a eu des très faibles observations aussi des virus sur les plants, ce qui a mené au fait que les traitements qu'on a voulu comparer, on n'avait pas de différence significative d'observer entre ces traitements-là. Donc, l'approche en 2024, on a eu une approche pour essayer d'optimiser l'obtention de résultats dans un contexte où on ne savait pas trop non plus que la saison 2024 aurait de l'air en termes de pucerons et de virus. Donc, les traitements qu'on a comparés durant la saison, c'est le traitement de kaolin avec le produit Surround, l'huile végétale Végol, et aussi on avait des témoins qui étaient des parcelles sans traitement. Comme je vous ai mentionné plus tôt, les parcelles d'intercalaires de sarrasin n'ont pas été conservées en 2024. L'idée au départ, c'était un peu on voulait réduire en partie le nombre de traitements pour pouvoir se concentrer, avoir plus de parcelles dans les traitements kaolin, huile végétale, de sorte à avoir plus de répétitions puis augmenter nos chances d'obtention de résultats. Pourquoi que le choix s'est arrêté sur le sarrasin, c'est que on a eu en 2023 un peu de difficulté à implanter la culture. La levure n'a pas été uniforme, la densité n'était pas là non plus, ce qui faisait que nos parcelles étaient très variables d'un endroit à l'autre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en fin de saison, on est arrivé à un stade où l'intercalaire de sarrasin était en pleine floraison. Donc, on était rendu à un stade où il fallait couper la culture avant qu'elle monte en graines et qu'elle puisse se ressemer par la suite. Le problème qui est arrivé, c'est qu'il y a plusieurs des champs où est-ce que la culture principale de cucurbitacées était encore en place. Dans le cadre du projet de recherche, ce n'était pas une problématique en soi parce qu'on était en mesure de faire le fauchage de façon manuelle dans les petites parcelles. Mais on a vite réalisé que pour les producteurs, si le momentum n'est pas là, ça pouvait devenir très problématique en fin de saison. C'est un peu pour ça que finalement, la décision a été prise de retirer le sarrasin des essais. Okay. Au niveau de la méthodologie, on a aussi décidé de se concentrer sur seulement 3 champs cette année. C'est 3 champs où il y avait un historique de virus qui avait été fait en 2022, mais aussi en 2023. Encore là, le choix des 3 sites, ça a été fait pour essayer d'optimiser des emplacements où est-ce qu'on avait le plus de chances d'avoir du virus et de concentrer nos efforts d'échantillonnage à ces endroits-là. Le dispositif expérimental, c'est un dispositif en bloc aléatoire. On avait 4 répétitions pour chacun des traitements par site. Chaque parcelle avait une longueur de 5 mètres de long puis était positionnée sur un rang de culture. Entre les parcelles, afin de se garder une certaine zone tampon, là, éviter l'interférence entre les parcelles, on a gardé un espace d'une longueur de 10 mètres entre les parcelles sur un rang, mais aussi entre les rangs. OK. Les sites ont été installés le 27 juin et le suivi pour 2 de ces sites-là a commencé au même moment. Il y a juste le site La Nodière 1 que le début du suivi s'est fait plus le 11 juillet. Ce qui est arrivé de particulier pour ce site-là, c'est qu'il y a eu une mauvaise levée là, au niveau de la culture principale de cucurbitacées du producteur, ce qui faisait qu'on n'a pas été en mesure d'installer des parcelles. Il a fallu se déplacer dans un champ adjacent pour réinstaller le tout. Okay. Au niveau du dépistage, on a dans un premier temps fait du dénombrement sur les pièges collants afin d'être capable de faire un suivi, avoir une idée là, des individus qui étaient en déplacement au niveau des champs. On a aussi fait des observations
sur les plants qui étaient de nature présence, absence de pucerons ailés sur les feuilles. Cette prise de données-là nous permettait d'avoir une bonne idée des individus, dans le fond, qui étaient présents pour effectuer des piqûres d'essai qui, ultimement, allaient peut-être coloniser la culture ou pas, puis se déplacer ailleurs. Au niveau des symptômes de virus de la mosaïque du concombre et des potivirus, le suivi, on l'a fait par dépistage visuel des plants, c'est-à-dire qu'on notait la présence ou l'absence de symptômes de virus sur les plants. En début de saison, on a envoyé quelques échantillons au LEDP afin de corroborer les symptômes potentiels de virus qu'on voyait, à savoir si c'était du CMV, potivirus ou si c'était ni un ni l'autre. On a retourné d'autres échantillons en fin de saison également pour, dans certaines situations, on a observé des symptômes de virus qui nous semblaient légèrement différents de ce qu'on avait l'habitude de voir. On a juste retourné des échantillons pour confirmer qu'est-ce qu'il en était à ce niveau au niveau des petites différences observées. Okay. Au niveau des pulvérisations, il y a eu 5 traitements hebdomadaires qui ont été faits pendant une période de 5 semaines. Dans le contexte de nos parcelles expérimentales, vu que ce n'était pas des grandes superficies, on a utilisé un pulvérisateur Chapin de mémoire d'une dizaine ou d'une quinzaine de litres. Entre les traitements ont été appliqués à un dosage de 0,4 à 1 litre par parcelle. Puis c'était un peu fonction du stade de la culture, là, à quel point la culture, la végétation de la culture s'était développée pour bien couvrir là, les plants. Donc, que ce soit au niveau du surround ou du Vega, là, on a respecté les recommandations là, qui étaient mentionnées pour les produits, c'est-à-dire que pour le surround, on était avec une bouillie de l'ordre de 50 grammes par litre d'eau et on a pulvérisé sur la culture jusqu'au point d'égouttement. Dans le cas du Vega, on était à l'ordre de 1 litre par 50 litres d'eau. Le pulvérisateur était ajusté du mieux qu'on pouvait pour avoir des gouttelettes moyennes et on a pulvérisé jusqu'à ce qu'il y ait un recouvrement complet des plants. Comme qu'on peut voir dans le tableau 1, les pulvérisations ont commencé au même moment là, que le début des suivis que nous avons fait là, dans les différents champs, pour se poursuivre comme de fait sur une période de 5 semaines. OK. Au niveau des résultats, si on regarde en premier au niveau des captures sur piège collant jaune, ce qu'on remarque, c'est que les captures de pucerons ailés sur ces pièges étaient beaucoup plus importantes que ce qu'on avait observé en 2023. On parle d'une moyenne par visite là, de 172,4 pucerons par piège collant. Les pics de capture ont été observés principalement fin juillet, début août, avec des valeurs là, de moyenne là, qui tournaient autour peut-être 375, 575 de moyenne là, pour la visite là, pour le site, pour les pièges collants, pardon. Autre fait, il n'y a aucune différence qui a été observée entre les différents traitements là, au niveau des pièges collants, ce qui nous permet d'arriver un peu à la conclusion que la population devait être assez similaire un peu partout dans les parcelles, ce qui est une bonne chose là, pour nous autres parce qu'on part avec un niveau de puceron plutôt uniforme là, qui est dans le fond très bon pour l'obtention de résultats. Sans trop se poser la question à savoir finalement au départ, est-ce que la population de pucerons était aussi abondante dans chacune de ces parcelles-là? Là, on avait déjà une information qui nous disait que oui. Au niveau des observations sur les plants, encore une fois, les observations étaient beaucoup plus importantes que ce qui avait été observé en 2023. Les pics d'observation, tout comme pour les pièges collants, est encore à la fin juillet, début août. Okay. Si on regarde au niveau de la proportion moyenne totale de feuilles avec présence de pucerons pour les différents traitements, là, au niveau de la figure 2, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une diminution significative de la présence des pucerons ailés sur les plants lorsqu'il y avait des traitements préventifs d'huile végétale comparativement aux traitements kaolin et aussi aux témoins. Comparativement aux témoins, on parle d'une diminution d'un peu plus de 40 %.
Cependant, on remarque aussi que le kaolin n'a pas eu d'effet sur la proportion de feuilles avec pucerons, étant donné que les valeurs sont similaires à celles du témoin. Maintenant, si on passe au niveau des virus, plus précisément au niveau du CMV, la proportion de virus observés, la proportion de symptômes de virus observés en 2024 était similaire à ce qu'on avait observé en 2023. Autre point, la proportion de plants avec symptômes a eu un profil, disons, plutôt constant durant la saison, contrairement à tous les autres graphiques là, où est-ce qu'on a vu qu'il y avait un pic fin juillet, début août. Le CMV a principalement, pour ne pas dire presque exclusivement, été observé dans le champ qui était situé à Laval. Si on regarde la figure 5, au niveau de la proportion moyenne totale de plants avec présence de CMV pour les différents traitements, on constate que la proportion de plants était beaucoup plus basse lorsqu'il y a eu des traitements préventifs de Végol comparativement aux 2 autres traitements. En comparaison avec le témoin, on parle d'une diminution d'un peu moins de 90%. Par contre, encore une fois, on constate que kaolin n'a pas eu d'effet significatif là, sur les proportions de plants avec des symptômes de virus de la mosaïque du concombre. Au niveau des potivirus, il y avait une plus grande proportion de plants avec des symptômes que ce qui avait été observé en 2023. Les pics d'observation sont un peu les mêmes là, que ce qu'on a vu précédemment là, pour le suivi des pucerons. Là. Elle est autant sur piège collant que sur plant, c'est-à-dire que le pic se situe aux alentours de fin juillet, début août. Au niveau des potivirus, les observations ont principalement eu lieu dans les 2 champs de la nodière. Et si on regarde la figure 7, pour la proportion moyenne totale de plants avec présence de symptômes de potivirus, pour les différents traitements, on constate qu'autant le kaolin que l'huile végétale ont eu un effet significatif sur la réduction de symptômes de potivirus comparativement aux témoins. Puis dans les 2 cas, on parle d'une diminution de l'ordre de 30% de proportion de plants. Si on fait un petit retour rapide sur les résultats que je viens de vous présenter, ce qui est peut-être important de retenir, c'est que dans un cas d'utilisation de traitements préventifs, l'huile végétale a permis de diminuer la présence de pucerons ailés sur les plants. L'huile végétale a aussi entraîné une réduction des symptômes de virus non persistants, autant pour le CMV que pour les potivirus. Par contre, au niveau du kaolin, on a eu une efficacité un peu plus mitigée qui semblait être variable selon le type de virus. Les résultats obtenus en 2024 sont très intéressants. Cependant, je pense que ça serait pertinent de poursuivre les essais autant avec l'huile végétale que le kaolin pour plusieurs raisons. La première, on a des données pertinentes seulement sur une saison. Ça serait bien d'avoir plus qu'une saison de données, voir si les tendances se maintiennent. Ça aussi, pour le deuxième point, c'est un peu un concours de circonstances, mais ça serait bien s'il était possible d'avoir un suivi qui serait fait en condition de forte pression de pucerons ailés, CMV puis de potivirus afin de voir si l'efficacité reste la même des traitements ou s'il y a une diminution parce que la pression est peut-être trop forte. Là, ça serait vraiment intéressant d'avoir ces informations-là. Les traitements à l'huile, que ce soit minéral ou végétal, quand ils sont utilisés au dosage recommandé pour les cultures, c'est des produits qui se dégradent rapidement dans l'environnement, qui n'ont pas ou très peu d'effet sur la santé humaine ainsi que la faune, puis qui ont un impact restreint sur les insectes bénéfiques. Ça pourrait donc en faire un moyen de lutte préventif très intéressant contre le CMV et les potivirus, autant pour les productions biologiques que conventionnelles. Dans le cadre d'un programme de gestion intégrée des cultures, l'utilisation combinée de plantes saines, de variétés tolérantes
de contrôle des mauvaises herbes qui sont potentiellement plantes réservoirs, l'utilisation de filets, de paillis ou d'intercalaires qui joueraient un rôle qui jouent un rôle de barrière autant pour les pucerons ou les mauvaises herbes aussi. Si on ajoute à ça l'utilisation de traitements préventifs d'huile végétale, ben, on pourrait peut-être permettre une forte limitation des impacts des pucerons vecteurs et des virus non persistants sur les cultures maraîchères. Donc, je vais repasser la parole à Sébastien pour la suite de la présentation. Oui, donc l'huile minérale, en fait, est utilisée pour lutter contre les virus depuis longtemps, en fait. Elles sont utilisées depuis longtemps dans la protection des plantes. Elles sont largement utilisées aussi en horticulture et en agriculture pour limiter ou diminuer la transmission de virus non persistants. Donc, on parle notamment du CMV, du Turnip Mosaic Virus, mais aussi du virus Y de la pomme de terre. D'ailleurs, dans les champs de production de semences de pommes de terre, les huiles minérales sont les seuls traitements qui réduisent de manière efficace, ou en tout cas qui limitent la dissémination du virus Y de la pomme de terre. Donc, au final, on a voulu tester l'huile minérale pour lutter contre les virus, contre le CMV en conditions de laboratoire. Donc, on a fait des traitements à l'huile et à l'eau comme comparatif pour un témoin. On avait une colonie de pucerons du soya qu'on a développée au laboratoire. Et donc, on déposait des individus ailés sur ces plantes, sur des plantes en fait qui étaient porteuses du CMV, pour qu'ils puissent piquer, acquérir le virus pendant une vingtaine de minutes. Donc, on les enfermait dans des petites cages. Puis par la suite, on les transférait sur des plants sains qui avaient reçu un traitement à l'huile ou à l'eau pendant 1h30 pour qu'ils puissent piquer et transmettre le virus. Et finalement, des feuilles, après 3-4 semaines, des feuilles ont été prélevées, ça a été envoyé au LEDP pour faire des détections par test ELISA. Donc au niveau des résultats, on a fait ça sur 2 types de cucurbitacées, les courges sur votre gauche et à droite les melons. Puis on voit que l'huile minérale, donc ici en bas à gauche, on a des taux de transmission qui sont plus faibles, donc 30% de plants qui étaient infestés suite à une pulvérisation d'huile minérale, alors que les plants qui ont été traités à l'eau avaient plus de virus. Il y avait plus de plantes qui présentaient un symptôme de virus, donc 43%. Puis on a exactement la même tendance dans le melon. Ce qu'on peut voir, c'est que le melon, d'une manière générale, avait beaucoup plus de plants positifs que la courge. Donc, il y a comme une certaine sensibilité du melon au CMV comparativement à la courge. Et finalement, ce qui est intéressant aussi, quand on regarde la charge virale, en fait, le nombre de particules virales qu'on a dans les plantes, l'huile minérale va diminuer la charge virale aussi dans les plantes comparativement à des témoins où on va avoir des charges virales qui vont être beaucoup plus importante. Et on l'a observé à la fois dans la courge, mais aussi dans le melon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la réduction de la charge virale? Ça veut dire que quand un puceron va transmettre le virus, le virus va mettre beaucoup plus de temps à se multiplier au sein de la plante, et donc ça va donner un temps plus long avant que la plante soit une nouvelle source de contamination. Donc bien sûr, c'est des expériences qu'on a fait en laboratoire. On avait quand même un bon nombre de plantes, mais on aimerait répéter les expériences pour confirmer les tendances qu'on a observées et aussi pour les valider en conditions de champ. L'autre question qu'on voulait répondre, c'est souvent l'utilisation d'huile minérale implique une sorte de phytotoxicité. Donc là, on a voulu tester si l'huile minérale et végétale d'ailleurs donnait une phytotoxicité sur des cultures en champ. Donc en 2023, on l'a testé sur des plants de courge et la phytotoxicité était restée inférieure à 5%. Donc on a eu 5 traitements d'application qui a été faite. Puis ici, je vous présente des photos en haut pour l'huile minérale ou en bas pour l'huile végétale, dans lesquelles on a très très peu de phytotoxicité. D'ailleurs, le contrôle lui était traité à l'eau. On a utilisé la dose recommandée, mais on a aussi triplé la dose, comme on voit sur les photos à droite, juste pour montrer que même des fortes doses, même en essayant d'aller chercher de la phytotoxicité, on n'arrive pas à en trouver avec une dose plus élevée. En 2024, on l'a fait sur le melon, mais aussi sur le haricot. Donc les deux photos, les 2 lignes d'en haut, en fait, montrent les feuilles de melon. La dernière en bas, les feuilles de haricot. Encore une fois, la phytotoxicité est restée inférieure à 1%.
et ce, malgré 5 applications qui a été fait de manière hebdomadaire. On a aussi voulu regarder l'effet synergique entre l'utilisation de cuivre et la phytotoxicité de l'huile minérale. Et en fait, on n'a vu aucune synergie avec l'huile. Parce que même notre contrôle qui est traité à l'eau, cuivre plus de l'eau par la suite, on avait des symptômes de phytotoxicité aussi importants que ce qu'on pouvait trouver dans l'huile minérale à la dose recommandée ou l'huile végétale à la dose recommandée. Donc, d'une manière générale, il n'y aurait pas d'effet synergique entre les deux. Par contre, le cuivre serait à utiliser avec précaution si on l'utilise. Donc, je vais repasser la parole à Isabelle pour vous parler sur les outils qui sont disponibles. Au niveau du RAP, il y a plusieurs outils qui sont disponibles. Sur le site général du RAP, il y a d'abord la fiche technique qui explique très bien la transmission des virus par les pucerons et le rôle des plantes hôtes réservoirs avec les bonnes pratiques à mettre en place. On a aussi un bulletin qui indique parmi les nombreuses variétés maraîchères celles qui ont des résistances partielles ou complètes au virus de la mosaïque du concombre. Puis, pour trouver ces références, vous pouvez aussi passer par Google en mettant bulletin RAP virus pour trouver là, vraiment facilement ces documents-là. On a aussi un bulletin qui explique pourquoi les traitements de semences dans le soya sont d'aucune utilité contre le puceron de soya. Puis évidemment, il y aura également les 2 webinaires que nous avons faits, incluant celui-ci qui resteront disponibles en ligne sur le site YouTube du MAPAC. Puis bientôt, on aura un scénarimage. Un scénarimage, c'est quoi? C'est un peu comme un dessin animé. À peu près en 4 minutes, une fois qu'on a fait son visionnement, on devrait être en mesure de comprendre en gros le rôle des plantes réservoirs des virus et des pucerons. Donc, pour les nouveaux qui n'ont pas vu les webinaires, ça peut être super pratique parce qu'on économise là, beaucoup de temps juste à visionner là, le scénarimage. Maintenant, le mot de la fin, c'est que finalement, heureusement que les fortes envolées de pucerons ailés, comme celle de 2007 ou plus récemment celle de 2022, ne sont pas fréquentes. Elles restent malheureusement imprévisibles. La transmission de virus, comme on l'a vu, n'est pas exclusive aux pucerons du soya. On a vu qu'en année normale, plusieurs pucerons ailés peuvent se retrouver en bordure de champs et qu'en présence de mauvaises herbes vivaces ou bisannuelles qui peuvent être des réservoirs au CMV, les pucerons ailés peuvent faire des piqûres gustatives sur ces mauvaises herbes et ensuite, évidemment, là, sur la culture principale. Ce qui explique pourquoi, finalement, on peut trouver quelques plants virosés là, dans les champs d'une année à l'autre. Donc, on a vu avec Sandra qu'une fauche ponctuelle des mauvaises herbes en bordure de champ peut aider à diminuer les risques de transmission de virus. Mais le plus important encore, si vous dépistez des plants symptomatiques en début de saison de virus, là, il faut les arracher rapidement pour qu'ils ne deviennent pas à leur tour des plantes réservoirs en présence là, de fortes envolées de pucerons. Finalement, l'huile de pulvérisation, qu'elle soit minérale ou végétale, je pense que ça a été bien démontré là, par Sébastien, c'est pas toxique. Puis elle pourrait vraiment s'avérer très, très utile, pulvérisée en préventif, si par le passé, vous aviez là, une forte présence de virus ou lorsque vous dépistez un grand nombre de pucerons ailés à l'aide soit des bols jaunes ou encore là, des plaques jaunes collantes. Ça, normalement, on en voit beaucoup dans nos cultures en forte année là, de pucerons ailés autour de la première semaine de juillet. Donc, si vous anticipez le pire, puis que par le passé, vous avez beaucoup de virus, c'est peut-être pas une mauvaise idée de l'essayer, du moins à petite échelle, à partir de la première semaine de juillet. À chaque semaine, vous faites une pulvérisation d'huile jusqu'à peu près la première semaine d'août. Donc, évidemment, aussi, en cas de forte envolée de pucerons ailés, nous venant des États-Unis, les traitements insecticides, on l'a démontré, hein, les traitements insecticides foliaires sont inutiles car la transmission est immédiate s'il y a des plantes réservoirs. Donc, c'est pas utile là, de sortir le gros arsenal de ce côté-là. Donc, ça mettrait fin à nos présentations.
Nos remerciements vont au MAPAC pour l'aide financière via le programme Innovation bioalimentaire, au CRAM, au Sérum et au laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection. Puis maintenant, place aux questions. Il y a Mélissa Gagnon et Riva Cana, toutes deux agronomes au MAPAC, qui vont pouvoir reprendre vos questions là, du clavardage, les poser aux chercheurs, aux intervenants, puis pourront aussi là, prendre les questions à main levée s'il y en a. Donc, merci beaucoup. Puis, merci de votre attention. On espère que vous avez apprécié. À quel endroit les pièges collants jaunes ont été placés dans les parcelles pour favoriser les captures, soit en bordure ou sur le rang? OK. Dans le cadre du projet, c'est sûr qu'on a placé les pièges directement au niveau des parcelles qu'on suivait, au niveau des plans de cucurbitacées qu'on suivait, pour avoir un portrait assez local de chaque parcelle. Fait que oui, nous autres, c'est ça, c'était directement à chaque parcelle, il y avait un piège d'installer. Directement sur le rang. Oui. Puis dans le cadre du suivi des pucerons, là, dans les champs de soya et de cucurbitacées, nous, on les plaçait, les bols jaunes et les pièges collants jaunes. La plupart du temps étaient à l'intérieur du champ, c'est à 40-50 mètres à l'intérieur du champ, pour éviter les phénomènes de bordure. Puis on voulait vraiment voir les populations dans les champs. Quand c'était pas possible, soit parce que le producteur faisait des passages ou qu'il préférait les mettre, qu'il voulait pas avoir des pièges à l'intérieur du champ, on les plaçait en bordure de champ. Merci, Sébastien. Il y a une autre question de Mme Michèle Breton. Est-ce qu'il y a des événements climatiques qui laissent entrevoir une nouvelle invasion de pucerons, comme les hivers doux pour une grosse année dans le puceron de soya? Sébastien, est-ce que tu veux nous répondre? As-tu une Non, boule de cristal? Non, pas de boule de cristal. Même avec tout ce qui est conditions météorologiques, on ne peut pas prévoir les envolées de pucerons. Le mieux qu'on puisse faire souvent, c'est de faire de la veille scientifique, aller regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans les États voisins au sud pour voir s'ils ont des grosses populations, par exemple, ou des populations parce que eux, ça se réchauffe plus vite. Ça vient du sud des États-Unis, le puceron. Donc, on est capable de prévoir ou de voir en fait qu'est-ce qui se passe et puis d'être alerte pour l'arrivée des pucerons ici. Mais pas de prédiction. Merci, Sébastien. J'ai une petite question, peut-être un peu champ gauche. Donc, je me demandais pourquoi ne pas avoir essayé la combinaison d'insecticides, huile minérale, sachant que dans la pomme de terre, on dit, puis ça, c'est très clair encore aujourd'hui, que juste pesticides, insecticides, je voulais dire, ne fonctionnent pas. Mais des recherches semblent démontrer que juste huile minérale, ça n'a pas toujours un effet génial dans la pomme de terre, mais que la combinaison des deux serait peut-être la meilleure façon de combattre PVY dans la pomme de terre. Donc voilà. Isabelle, tu veux y répondre, je crois? Je vais répondre en partie, puis ensuite, je vais évidemment laisser la parole à mes collègues là. La première chose, merci de la question, c'est vraiment très, très pertinent. Dans les cucurbitacées, il faut savoir que ce sont vraiment les pucerons ailés qui vont faire la transmission. Donc, ce n'est pas des pucerons qui vont s'installer, alors que dans la pomme de terre, tu peux avoir du Mysus persicae, donc le puceron du pêcher, tu peux avoir le puceron de la pomme de terre qui, eux, oui, vont transmettre le virus, mais en même temps vont faire des colonies. Puis, ces colonies-là, ça pourra générer aussi ultimement d'autres pucerons ailés. Donc, c'est pour ça qu'eux, il y a un double problème. Ils veulent évidemment éviter que le puceron s'installe, puis ils veulent éviter la transmission. Donc, c'est pour ça que combiner l'huile minérale et un insecticide, ça va atténuer des populations de pucerons et deux, la transmission des virus. Alors que nous, si on revient aux cucurbites ou ce qu'on a vu dans le poivron, etc., donc les situations de 2022 ou de 2007, c'était vraiment dû aux pucerons ailés qui, finalement, sont de passage, qui, à la limite, là, tu les vois au bout sur une très, très
courte période, puis au bout de 24 heures, ils ne sont plus là. Donc, on comprend que l'insecticide n'a pas sa place là-dessus. Puis, je vais peut-être passer la POC à mes collègues. Huile minérale versus huile végétale. Pourquoi on a fait l'essai dans l'huile végétale? C'est que tout simplement, dans le haricot, c'est que dans le haricot, puis Riva, tu me corrigeras, mais l'huile minérale n'est pas homologuée dans le haricot. Fait qu'on voulait quand même voir si il y avait des phytotoxicités là, avec cette huile-là dans le haricot. Mais je vais passer la parole à mes collègues qui ont certainement des choses à dire, là. Juste une seconde, si vous permettez. Dans la pomme de terre, c'est aussi les non-colonisateurs qui sont le principal risque de transmission du virus, là. Donc, je pense qu'on est peut-être dans une situation qui se ressemble un peu, là. Quoique je ne sois pas du tout un spécialiste là-dedans, là. Bien, il y a deux, je vais peut-être prendre la balle au bon, puis Sébastien, tu compléteras, là, mais il y a deux facteurs. Il y a les pucerons colonisateurs qui, eux, vont plutôt créer des foyers. Donc, comme Isabelle le dit, si on a des plants qui sont symptomatiques, des choses comme ça, c'est bien de les arracher. Là, la problématique avec PVY dans la pomme de terre, c'est que la souche qui est là est très peu symptomatique. Fait que les producteurs ne sont pas en mesure de les dépister, de les détecter, de les enlever. Donc, le fait d'avoir des pucerons colonisateurs, ça fait des petits foyers. Donc, qui vont être présents au champ. Puis là, une fois que les pucerons non colonisateurs, qui, eux, vont vraiment distribuer le virus, vont venir, bien, il y a déjà des foyers qui sont installés. Puis plus ces foyers-là sont importants, plus il y a de chances que des pucerons les retransmettent après. Donc, essentiellement, c'est le niveau d'inoculum qui devient un petit peu plus élevé dans le champ donc, on part avec un petit peu plus de virus. Donc, s'il y a beaucoup de pucerons, on va se ramasser avec encore beaucoup plus de virus. Donc, il y a beaucoup de multiplication. Donc, c'est probablement pour ça que les traitements insecticides, dans le cas de la pomme de terre, auraient peut-être un intérêt pour les pucerons colonisateurs pour éviter ces foyers-là, d'autant plus qu'ils sont très difficiles à dépister puis à arracher les plants. Merci. Merci de la question. Je vois qu'on a une question aussi de Marie-Pascale dans la discussion qui dit que plusieurs producteurs de pommes de terre pensent ou en pensant au virus PVY, que les cultures d'engrais verts qui contiennent du trèfle, qui est donc une plante haute, seraient responsables de l'augmentation des populations de pucerons dans la pomme de terre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas impossible, hein, tu sais, les engrais verts, il y a rien. Tu sais, chaque espèce de puceron va avoir une gamme de plantes hôtes, sur lesquelles ils peuvent se développer. Donc c'est sûr que les espèces de pucerons qui se développent sur le trèfle peuvent par la suite, lors de la fauche de l'engrais vert, migrer, retrouver une plante hôte et c'est pas impossible qu'il y ait des transferts qui se fassent de l'engrais vert, dans les champs de pommes de terre en début de saison. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi, on aurait des épidémies ou en tout cas de la transmission virale, dans la pomme de terre. Parce que plus ça va se faire tôt en saison, parce que ce qui est problématique dans la pomme de terre, c'est que quand le virus, c'est pas qu'il soit dans les feuilles, c'est qu'il aille dans le tubercule parce qu'on le ressème par la suite. Donc, tu sais, plus les transmissions virales vont arriver tardivement dans la saison, moins on va avoir de problème parce que le temps que le virus se multiplie, première chose qu'il fait, c'est de monter en haut, puis ensuite, c'est de redescendre dans le tubercule. Donc, il y a un certain laps de temps avant que le tubercule soit infecté. Donc, si ces engrais verts sont fauchés ou en tout cas détruits à la sortie de l'hiver, puis qu'il y avait des pucerons qui commençaient à se développer dessus, il va falloir qu'ils aillent chercher d'autres plantes. Ça fait d'autant plus de pucerons qui peuvent transmettre en début de saison. Il y a Stéphanie Mathieu qui a posé la question, est-ce que l'huile végétale pourrait être utilisée pour diminuer les populations de pucerons du soya dans la culture de soya en tant que telle? Ça serait quoi à ce moment-là le coût à l'hectare puis la durée d'efficacité du traitement? C'est compliqué. C'est sûr que nous, la façon dont on a utilisé l'huile minérale et l'huile végétale, c'est pour diminuer la transmission des virus, c'est pas pour l'utiliser comme insecticide. Je le sais que ça peut avoir un effet, suffocant. En fait, tu sais, l'huile va venir couvrir les pucerons, en fait, vont pas arrêter de respirer, là, mais ils vont suffoquer puis ils vont mourir. Par contre, on ne l'a pas testé. On ne l'a pas testé, donc ça serait quelque chose à regarder
Et le coût à l'hectare, ça, j'en ai aucune idée, par exemple. Je sais pas combien coûte un bidon d'huile, puis, mais je sais que souvent, nous, ce qu'on utilisait, c'est 15 litres à l'hectare, il me semble, pour l'huile végétale qui est 10, recommandée. 10 litres. C'est 10 pour l'huile minérale, mais Ouais. végétale, Végétal, ouf, tu me poses une question. la dose recommandée qu'on a utilisée, nous, c'était un 15 litres hectare OK, pour le c'est végol. très possible. Donc, Et ce la serait des durée calculs à faire. d'efficacité, c'est ça, c'est à répéter quand même en cours de saison, là. Ça impliquerait quand même beaucoup d'applications dans des champs de soya, là, possiblement. Oui, OK. tout à fait. Faut que ça couvre tout le nouveau feuillage au fur et à mesure du développement. Donc, Bon, mais je pense que c'était très clair, toutes vos présentations. Je ne sais pas si Isabelle, tu voulais reprendre le mot pour la fin. Donc, merci énormément de votre attention.